Francine Descaries est professeure au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal. L'une des fondatrices de l'Institut de recherche et d'études féministes, l'IREF, elle est également directrice scientifique du Réseau québécois en études féministes, le REQEF. Au début des années 80, Mme Descaries publie un livre issu de son mémoire de maîtrise intitulé « L'école rose et l'école rose », abordant le sujet de la reproduction de la division sociale des sexes. Comment est-elle devenue la sociologue féministe que l'on connaît aujourd'hui? Quelle place occupe la société québécoise et ses productions intellectuelles, artistiques, scientifiques dans la trajectoire d'une pionnière des études féministes au sein de l'Université québécoise? Bonjour, Madame Descaries. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation du LABREC. Donc, c'est le Laboratoire d'études ethnographiques du Québec, puis aussi du collectif Sociologues et sociologie québécoise. Donc, je vais mettre un peu en contexte qui nous sommes. Donc, le collectif a pris l'initiative de poursuivre une série de 15 entrevues qui avaient été faites entre les années 1970 et 1980, qui s'intitulait Sociologie et sociologues québécois. Donc, ces entrevues-là avaient été faites par Pierre Laval-Mathieu, qui était soutenu par le service de l'audiovisuel puis le département de sociologie de l'Université Laval. La présente entrevue s'inscrit donc dans cette série-là d'entrevues réalisées il y a 40 ans avec des sociologues comme Nicole Lorrain, Marcel Rioux, Colette Moreux et Fernand Dumont. Puis, on va tenter d'articuler un peu la sociologie puis la société québécoise. Donc, à l'époque, ce travail-là avait été fait sous la supervision de Nicole Gagnon, puis elle aussi, elle a été interviewée. Ce collectif-là est composé de 3 étudiants et étudiantes du département de sociologie de l'UQAM, c'est-à-dire Jordan Huot-Roberge, Nick Paré et moi-même, Lucie Pelletier-Landry. Puis, on travaille avec la collaboration de Pierre Laval-Mathieu, qui avait initié les entrevues, puis sous la supervision aussi de Frédéric Parent, professeur au département de sociologie. Donc, c'est comme étudiante à maîtrise en sociologie et en études féministes que je vous pose aujourd'hui des questions. Puis l'exercice a pour but de vous entendre parler de votre parcours, dans quel contexte vous vous situez. On veut vraiment mettre en lumière votre trajectoire puis tenter de comprendre qu'est-ce qui a fait de vous la féministe puis la sociologue que vous êtes. Puis on va aborder des sujets comme votre enfance, votre vie familiale, vos différents parcours scolaires, professionnels, personnels, mais aussi militants et féministes, puis vos connaissances sociologiques. C'est tout un programme. Oui! Vous êtes prête? Oui, d'accord. Donc, on commence avec l'enfance et le contexte familial. Là. Donc, simplement, j'aimerais ça vous entendre parler pour débuter de votre enfance. Ah bien, comme beaucoup de femmes de ma génération, ou beaucoup d'enfants de ma génération, je suis née à l'hôpital Notre-Dame de Montréal. J'ai été baptisée 2 jours plus tard. C'était la tradition. Il ne fallait pas que je sois perdue pour le paradis futur. Alors, j'ai eu une enfance, somme toute, normale. Je ne me rappelle plus bien de mes premières années. Mais j'avais 2 frères aînés. J'avais un frère qui avait 3 ans plus vieux que moi, que j'adorais, mon frère Laurent, qui a été mon compagnon la plupart du temps, puisqu'on a vécu très souvent tous les étés à la campagne de façon isolée. Et j'avais un frère aîné qui, lui, avait 12 ans plus âgé que moi. Et donc, il a agi beaucoup comme figure paternelle là, dans mon cheminement. Mon père était un pianiste, compositeur, musicien, comme je dis toujours, d'avant la Révolution tranquille, alors, musicien qui en arrachait un peu pour gagner sa vie, mais qui quand même avait assez bien réussi, avait une bonne réputation. Mais le Québec de l'époque était un milieu qui faisait tellement peu de place aux arts que c'est évident que même si vous êtes un prix d'Europe,
votre possibilité de gagner votre vie comme musicien était mince. Mon père a réussi, mais d'autres musiciens de sa génération, je pense à Jean Deslauriers, par exemple, étaient aussi vendeurs d'automobiles, etc., etc. Alors, je veux dire, il fallait vraiment être attaché à son art pour survivre dans ce contexte-là. Ma mère, je dirais maintenant, aujourd'hui, on dirait, a été vraiment une collaboratrice de son mari, c'est-à-dire qu'elle a tenu à bout de bras les différentes initiatives mises en place par mon père dans ce contexte-là, soit par exemple quelque chose qui s'appelait l'entraide des élèves Auguste Descaries et qui chaque année organisait quelque chose comme, je ne me rappelle plus très bien, là, mais 7 ou 8 concerts par année pour donner aux élèves une chance de se produire en public. Alors les premières années de ma vie ont été des années assez calmes, mais je dois vous avouer, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Par la suite, mes années de scolarité se sont passées pour la grande majorité, sauf 3 merveilleuses années où j'étais externe en 5e, 6e et 7e année primaire, se sont passées comme pensionnaires. Il faut dire qu'à l'époque, les jeunes filles comme les jeunes garçons, je dirais de bonne famille, il était assez normal. Moi, je suis vraiment la toute fin là, de cette tradition-là, mais il était assez normal d'envoyer des enfants pensionnaires, supposément, pour leur donner une meilleure éducation. Mais ça a comme effet que ça vous coupe pendant pas mal longtemps de votre famille. Et donc, si vous me demandez quelle était la vie quotidienne de ma famille, bien, je vous dirais que pendant 7 ans, sur 11 ans de scolarité à l'époque, j'étais pas tellement partie prenante de cette vie-là, sauf l'été, où là, je retrouvais mon père et ma mère à la campagne et où, essentiellement, je jouais avec mon frère Laurent. Alors, vous dire... j'ai eu une enfance dans une famille plutôt dysfonctionnelle, mais une enfance où j'ai eu beaucoup d'amis, où je me suis relativement bien amusée, mais où j'ai détesté chaque jour que j'ai passé au pensionnat. Puis, vous m'aviez dit que votre famille, c'était dans Outremont, donc dans la ville. Puis, le pensionnat, j'imagine, plus en campagne. Ben, en fait, je suis une des Québécoises de mon âge qui a vraiment un passé urbain en arrière d'elle. C'est-à-dire que je remonte à mes grands-parents qui étaient déjà des urbains. Et moi, j'aime toujours décrire ma famille comme ma famille immédiate, je dois dire, la famille de mon père, comme étant une famille de la bourgeoisie déchue. C'est-à-dire que mes parents venaient de milieux beaucoup plus aisés que les conditions de vie qui ont été les leurs, puisque mon père était un artiste puis qui vivait de son art. Alors que et mon père et ma mère avaient antérieurement vécu dans des milieux bourgeois, ma mère à Westmount, mon père par contre à la Chine, mais mon grand-père était maire, était député de la Chine, etc., etc. Alors, c'est évident que, en quelque part, mes parents n'ont pas nécessairement eu la vie. En fait, je vais me corriger. En quelque part, je vous dirais que ma mère n'a pas eu la vie à laquelle elle s'attendait, dans la mesure où elle fréquentait à l'époque un jeune homme plein d'avenir, président de l'Association des étudiants de droit de l'Université de Montréal, qui était le fils d'un homme important de la ville de la Chine. Mais ce monsieur important de la ville de la Chine, en l'occurrence mon grand-père, était aussi député conservateur au gouvernement fédéral. Et c'était en 1917, c'est le moment de la conscription. Et à l'encontre de son parti, mon grand-père, puisqu'on vient d'une grande lignée de nationalistes, mon grand-père a voté contre la conscription. Sauf que ce qu'il avait oublié, c'est qu'une partie de ses revenus dépendait de, comment je dirais, la manufacture qu'il avait mis en place et qui fournissait les armées canadiennes qui étaient en ce moment-là en guerre. Alors, inutile de dire que Vendetta aidant, il a perdu ses contrats et en 1918, je crois, là, on pourrait me corriger sur les dates, il a fait totalement faillite. Alors, ma mère fréquentait un jeune avocat voué à un bel avenir, en tout cas économique, qui venait d'une famille très aisée. Et elle se retrouve fiancée avec un jeune homme qui vient d'une famille complètement ruinée et qui apprend à ses parents et à sa fiancée à la fin de ses études qu'il allait consacrer sa vie totalement à sa carrière de pianiste. Alors, je peux vous dire que je pense qu'il y a eu un certain désenchantement là, qui a été enclenché dans ce rapport conjugal dès le début. Et le fait que mes parents ont vécu après ça 10 années en Europe, ce qui n'était pas non plus prévu au programme, puisque mon père avait gagné le prix d'Europe. Bien, je vous dirais, pour résumer mon histoire, parce que je ne veux pas la rendre nécessairement sur la place publique, ça n'a pas réuni des conditions gagnantes pour que ça forme une famille très harmonieuse et qui trouvait beaucoup de plaisir à faire des activités ensemble. Sauf que moi, mes plus beaux souvenirs de ma jeunesse, c'est
mes soirs d'été où mon père se mettait au piano et au lieu de me conter une histoire pour m'endormir, il me demandait qu'est-ce que je voulais qu'il improvise. Et je me rappelle entre autres de papillons là, qui volaient dans toute ma chambre à coucher parce que mon père au piano improvisait des papillons. Mais c'est les beaux souvenirs de ma jeunesse, ça. Mais j'en ai pas beaucoup. Mon père est décédé, j'avais 16 ans, c'est-à-dire le lendemain de mes 16 ans. Et souvent maintenant, parce que j'essaie de faire revivre l'art musical de mon père, souvent on me demande, parlez-nous de votre père. J'ai une certaine difficulté parce que pensionnaire pendant 7 ou 8 ans, à la maison seulement les fins de semaine, dans une famille qui se parle pas tellement, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon père, sauf que je me rappelle que je l'adorais. Et je pouvais pas comprendre que ma mère ne partageait pas ce sentiment-là. Et en fait, le grand plaisir que j'avais à ce moment-là, c'est de le suivre dans ses activités. Alors, ma trajectoire de vie s'inscrit beaucoup dans mon rapport avec mon frère Laurent parce que quand mon père est décédé, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais 16 ans et un jour. Et donc, c'est rapidement posé la question des conditions financières et qui pourrait aller étudier ou qui ne pourrait pas aller étudier et qui pourrait être supporté. Soutenu par la famille, j'ai 16 ans et je viens de faire mon admission à Marie-France pour faire mes études classées. Je pense que tu peux deviner ce qui est arrivé. Même moi, j'ai tout de suite décidé que c'était à mon frère, beau, intelligent, génial. Alors moi, j'étais juste une fille, que c'était bien normal que ce soit mon frère qui continue ses études. Alors, j'ai pleuré. J'ai pleuré 24 heures, au moins, hein, parce que je devais abandonner ce rêve. Je voulais être avocate ou travailleuse sociale à l'époque, je ne me rappelle plus trop. J'ai abandonné ce rêve d'aller étudier et donc il a été convenu que je ferais un cours de secrétariat et qu'à l'âge de 18 ans, je deviendrais autonome financièrement, que ma mère n'aurait pu s'occuper de moi, mais en fait, je dois ajouter que mon frère Michel n'aurait pu financièrement assumer ma responsabilité et que donc ça lui permettrait de soutenir mon frère dans ses études médicales. Il faut ajouter que c'est un petit brillant, hein? Je veux dire, il avait déjà manqué une année de scolarité quand il était jeune parce qu'il était malade, mais il avait 16 ans puis il rentrait en faculté de médecine. À 21 ans, il était médecin. À 23 ans, il était accepté pour à MIT avec des chercheurs très éminents. Alors, c'était difficile pour la petite fille que j'étais de ne pas penser que c'était lui. Je ne l'ai jamais regretté. Je ne l'ai jamais regretté parce que, d'une certaine mesure, c'était tellement dans l'air du temps, c'était tellement normal que très rapidement, j'ai beaucoup aimé le monde du travail. J'ai beaucoup aimé, c'est effrayant de dire ça, mais j'ai bien aimé être vendeuse de souliers chez Simpson. Après ça, j'ai aimé être secrétaire dans une firme anglophone alors que je parlais à peine anglais. Puis la première journée, j'ai jeté 48 pages de papier parce que je faisais des fautes. Puis on corrigeait, on ne pouvait pas faire de correction à ce moment-là. J'ai aimé être secrétaire, j'ai aimé le milieu, j'ai aimé les filles avec qui je travaillais. Et j'ai eu la chance de rencontrer justement un ami de mon frère Michel qui, lui, ouvrait une agence de voyage et m'a offert de travailler avec lui comme... Alors là, je me sentais très importante. Là. Mes copines étaient en rhétorique, puis moi, j'étais déjà agente de voyage, et puis j'allais partir faire le tour du monde. Alors, c'était difficile à ce moment-là de regretter la décision parce que je faisais 75 $ par semaine quand même. Là. C'était important. Et puis, ça me donnait tout un autre genre d'ouverture. Alors, j'ai adoré aussi ces 7 années d'agent de voyage et j'ai dû abandonner uniquement parce que, d'une part, là, au bout de 7 ans, j'avais un jeune enfant et je dois avouer que agent de voyage sans pouvoir voyager, ça perd un peu de son charme. Et je dois avouer que, c'est tant qu'à faire des confidences, que vers l'âge de 30 ans, j'ai lu les journaux intimes de ma mère qu'elle écrivait depuis l'âge de 16 ans parce que c'est un geste manqué de sa part, mais ils avaient tout laissé dans mon sous-sol chez moi. Alors, je suppose qu'elle voulait que je les lise. Et là, j'ai compris que dès l'âge de 16 ans, cette femme-là était une femme malheureuse. Que cette femme-là avait peu de disposition pour le bonheur. Et ça m'a vraiment soulagée. Ça a valu toutes les thérapies du monde parce que je me suis aperçue que même si je n'avais pas eu une affection débordante pour elle, je m'étais occupée d'elle toute sa vie par ailleurs, je n'étais pas responsable de son mal-être. Et je dois dire qu'avec Laurent, et ça c'est explicite, avec Laurent, moi je devais avoir 14 ans et lui avait 17 ans à ce moment-là, au regard de la vie de nos parents, on avait décidé que nous, on faisait le pari du bonheur. Et puis je pense que l'un et l'autre, on l'a bien tenu. On en arrive là justement parce que j'allais vous poser des questions sur... Vous m'avez dit que vous êtes mariés
Donc, votre mari, vos enfants, votre vie, votre noyau familial à vous? Mon noyau familial à moi, il se résume à une seule union. Je suis mariée depuis 52 ans au même homme, Robert Bélanger. Nous avons cheminé ensemble. Il a été un associé dans une grande firme d'experts comptables. Alors, expert comptable, sociologue, c'est pas exactement dans les mêmes univers, mais on avait assez de points communs, puis assez d'amour entre nous pour que ça fonctionne bien. On a eu 2 filles qui sont toutes les deux maintenant, une dans la quarantaine avancée et l'autre vient d'atteindre les 50 ans, un cap difficile à franchir pour une jeune femme. Moi, je les considère encore comme des jeunes femmes, inutile de vous dire. Et on a eu une vie... Je pense que souvent, on parle des relations conjugales et moi, il ne faut pas oublier, je suis une femme des années 50, 60. Là. Je ne suis pas une femme des années 80, des années 90 dans ma socialisation première. Et ce que m'a apporté mon conjoint, je le dis assez ouvertement, contrairement aux hommes de sa génération, mon conjoint me vouait de l'admiration. Il m'a rencontré, j'étais agent de voyage, je faisais le tour du monde, ce n'était pas très, très fréquent à l'âge de 60, dans les années 60. Et donc, il y avait quelque chose chez moi qui le stimulait, qui l'attirait. Et c'est quelque chose qui ne s'est jamais démenti en 50 ans de vie commune. Alors, vous savez, quand vous vous sentez soutenu dans une relation conjugale, quand vous sentez que vous avez suffisamment d'autonomie, par contre, pour aller faire des bouts de chemin par vous-même ou seul, et que, d'une certaine mesure, vous pouvez bénéficier d'un climat familial qui vous donne autant que vous lui donnez, bien, c'est sûr que ça fait qu'au bout de 51 ans, tu es encore avec ton conjoint. Il est assez normal que quand tu te mariais, tu quittais ton emploi. Dans ma génération à moi, c'était plutôt quand l'enfant paraît. Et je dois admettre que j'étais un bon produit de ma génération. Ce pas des questions que je me posais vraiment. Alors, quand l'enfant a paru puis que je ne pouvais plus m'en aller en Norvège faire un voyage de ski, bien, j'ai décidé que j'allais rester à la maison. Puis c'est pas une décision que j'ai prise consciemment, mais ça allait de soi. Sauf que, rester à la maison, là, je me suis aperçue à quel point ça manquait de stimulation, à quel point... Tu sais, quand tu restes dans un 4,5 avec un enfant de 6 mois, là, t'as pas grand-chose à faire dans la vie. Hein. Le ménage, il est fait vite. Puis, t'as beau le faire tous les jours ou presque. Il reste beaucoup d'heures. Alors, j'ai beaucoup lu, effectivement, mais je dois avouer que mon chum commençait à me trouver moins stimulant. Honnêtement. Puis une journée, il me l'a dit. Ça se reçoit mal, mais moi, le lendemain matin, j'ai appelé au cégep, puis j'ai fait mon inscription comme étudiante au cégep, ce qui a été une autre chance pour moi. C'est-à-dire, c'est encore une fois une question de conjoncture. Les cégeps sont institutionnalisés l'année précédente. Je ne m'imaginais pas à 27 ans retourner dans un collège classique, faire une belle lettre ou une rhétorique avec des étudiants de 16 et 17 ans. J'aimais l'école, c'est bête à dire, j'aimais l'école, je travaillais bien, mais ça n'a pas été des moments très formateurs. Pour moi, je suis plutôt rentrée en conflit avec certains professeurs. D'autres professeurs ont été d'une bienveillance et d'un appui inconditionnel à mon égard. Ils devaient peut-être voir un peu la révoltée que j'allais devenir éventuellement. En fait, ce que j'ai aimé, si vous parlez de mes premières années d'école, ça va encore dans la lignée de ma génération. J'étais très présente à ce qui s'appelait les jeunesses étudiantes catholiques, qui a vu former les Guy Rocher de ce monde et les autres de cet acabit, et qui était un endroit où on avait une possibilité d'exprimer un peu plus largement des idées qui pouvaient un peu aller à l'encontre des idées reçues. Alors ça, j'ai adoré ça, les jeunesses étudiantes catholiques. J'étais
bien militante. Je connaissais toutes les chansons qu'il fallait chanter. J'allais dans les camps de vacances des jeunesses étudiantes catholiques et j'avais l'impression que je devais être un leader de cette société. Mais je faisais pas une grosse analyse pour savoir où est-ce que je serais leader à ce moment-là parce que mon futur immédiat était assez médiocre. Puis vous m'avez parlé beaucoup de la matière qui était enseignée, mais j'aimerais ça en savoir plus sur la place de la religion, puis comment ça se présentait dans... Ah, mon Dieu, la place de la religion. Moi, j'ai un rapport très, très paradoxal parce que j'étais pensionnaire et donc tout ce que je recevais était un message catho, là. C'était vraiment un enregimentement et puis messe tous les matins. J'ai déjà calculé que je faisais 13 prières par jour. Alors, je peux t'assurer que j'ai prié à vie entière. Puis, quand on est au couvent, l'étape après, c'est le collège classique. Est-ce que je me trompe? Oui. Mais peut-être que ce que je voudrais ajouter peut-être au couvent, qui est encore une distinction que je n'ai pas analysée à ce moment-là, là. Mais dans les couvents, les jeunes filles faisaient le ménage du couvent. Moi, j'ai eu comme assignation pendant 1 an de passer à vadrouille dans un corridor. Une autre année, c'était de nettoyer les salles de bain au 3e étage, etc., etc. Jamais on a demandé à des garçons dans les collèges classiques de faire le ménage. Alors, je le souligne simplement pour montrer à quel point il y avait une naturalisation de ce que c'était qu'une femme, puis qu'est-ce qui était normal pour une femme d'accomplir. Mais mes parents, ils payaient. Hein? J'étais une cliente de cette école-là, moi. Comme mon mari était client de son école, mais lui, il n'a jamais fait de ménage. J'ajoutais simplement ça comme une parenthèse, parce que c'est tous des petits faits qui font qu'on nous construisait dans notre univers. Bon, je vais quand même apporter un bémol à tout ce que je viens de dire. C'est évident que les religieuses aussi vivaient dans un univers qui était encadré par tout un ensemble de normes et tout un ensemble de préceptes. Et que parmi celles-là, il s'est trouvé des femmes admirables. Il s'est trouvé des femmes qui, effectivement, même choisissaient d'être religieuses pour pouvoir avoir une carrière, pour pouvoir être autonomes, pour pouvoir faire un peu de science. Je me rappelle de Sœur Jean-Eudes au couvent de la Chine, qui voulait faire de la science, mais son seul moyen d'étudier en science, ça a été de devenir religieuse. Alors, il y avait des religieuses là, qui faisaient des choses, mais c'est l'ensemble, c'est l'enveloppe qui est le problème. Ce n'était pas nécessairement les individus, une par une. Je crois qu'il y en était certaines qui étaient assez problématiques, mais ça, c'est important de dire. Micheline Dumont va écrire que les religieuses ont formé les femmes. Oui, mais dans les écoles protestantes, là, les non-religieuses ont formé les femmes aussi. Là. Alors, dans ce sens-là, moi, j'ai de la difficulté là, à me départir complètement de ma critique de l'enseignement qui nous a été donné par les religieuses, tout en reconnaissant qu'il y avait des religieuses extraordinaires parmi elles. Puis qui aimaient beaucoup les enfants, là. C'était pas toutes des marats. Mais c'est ça. Moi, où je m'en allais avec ma question, c'est si vous, à cette époque-là, vous pensiez aller au collège classique ou si vos collègues, vos amis au couvent pensaient y aller? En 1958, si mes statistiques sont bonnes, il y avait eu au Québec 2000 femmes qui avaient fait des études classiques à ce moment-là. Alors, c'était encore assez exceptionnel. Mais moi, je te mentionne, je viens quand même, bon, ma famille avait beau être ce que j'appelle une bourgeoisie déchue, il y avait quand même un certain intellectualisme qui était véhiculé dans les conversations, dans les échanges. Je ne peux pas dire qu'on était une famille typique québécoise. Sans valoriser les études des filles, je dirais que la question n'en est jamais venue. Mais ça allait de soi. Avant que mon père meure, ça allait de soi. J'allais faire des études classiques. C'était pas très questionné. Mais par rapport à mes collègues, par exemple au couvent de la Chine, au couvent de la Chine, je te dirais que dans des classes de 25 élèves, il y en a vraiment 5 qui passaient aux études classiques. Les autres passaient à des études techniques ou s'en allaient pour être des maîtresses d'école ou pour être comme moi, des secrétaires. C'était encore la norme. Le collège classique, c'était encore vu comme un débouché pour les filles très, très intelligentes et exceptionnelles. Ou de bonne famille. Mais même à ça, moi, j'avais beaucoup de bonnes amies de bonne famille qui s'en allaient pas au collège classique non plus. Là. Puis vous, est-ce que c'est dans vos objectifs d'y aller à la base?
Je ne m'en rappelle pas. Ça allait de soi pour moi. Est-ce que c'était un but? Est-ce que je voulais là? C'est-à-dire que pour moi, j'avais lu Cronin quand j'étais jeune, et puis les assistantes sociales dans ses livres étaient tellement des personnages extraordinaires que je voulais être une assistante sociale. Maintenant, on a besoin des travailleuses sociales. Et donc, pour moi, c'était normal de m'en aller, faire la scolarité dont j'avais besoin. Comme tu vois, j'avais choisi un métier féminin aussi, là. Mais ce métier-là demandait que je fasse des études classiques. Alors, je me suis pas posé la question. C'est pas des... Je dois admettre que je peux pas me définir comme une contestataire finie avant la vingtaine. J'étais une fille dynamique, j'étais une fille qui voulait des choses, je voulais une fille qui voulait autre chose, mais je n'avais pas encore travaillé dans ma tête la façon d'y arriver. En fait, il y a 3 professeurs que j'ai rencontrés, mais qui n'ont rien à voir avec ma prise de conscience féministe. Moi, les 3 grands maîtres à penser que j'ai eus, ils sont d'ailleurs dans la bibliothèque ou dans les archives que tu as mentionnées en début, bien, c'est Guy Rocher, Marcel Rioux et Louis Maheu. Et donc, pour moi, ça a été des maîtres à penser. C'est des gens qui m'ont montré à penser. Mais j'ai apporté à Louis Maheu un paquet de livres à lire quand je lui ai demandé d'être mon directeur de mémoire. Je veux dire, j'allais chercher chez lui sa capacité à organiser la pensée, ce qui est encore ce que j'apprécie le plus chez une personne. Et donc, je demandais à Louis Maheu de faire du bricolage entre sa démarche à lui qui était sur les mouvements sociaux et ma démarche à moi qui était d'essayer de comprendre comment les femmes ont été amenées dans la société. Et là, on est en 1975, au moment où je commence ma maîtrise. Comment les femmes sont amenées dans la société à accepter les places et les positions qu'on leur destine, alors même que de plus en plus nombreuses sont-elles à avoir les outils pour réfléchir sur ces positions-là et qu'elles sont de plus en plus nombreuses à avoir des prédispositions et des caractéristiques qui dépassent largement les attentes que l'on adresse. Alors, mes années de bac, ben, ça a été des années où l'idéologie marxiste était omniprésente. J'ai eu 7 fois à lire le petit que sais-je sur le marxisme ou autre. J'ai lu au moins 5 ou 6 fois l'idéologie allemande. J'ai lu les différents chapitres du Capital de façon répétitive et dans différents cours. Peut-être la première personne qui m'a parlé de femmes, mais encore là, c'est dans leur pratique religieuse, c'est Colette Morin. À la fin de mes études de maîtrise, quand j'ai commencé à lire Delphi, Guillaumin, Mathieu et autres, à quel point j'ai compris combien toute mon analyse se situait dans une analyse de classe de femmes. Et donc, progressivement, j'ai développé mes perspectives. Mais là, rendu au doctorat, n'ayant pas de personnes pour me diriger dans le domaine des études féministes, il faut comprendre, c'est nous qui avons donné le premier cours à l'Université de Montréal, donc ça devenait difficile de me diriger. Il y avait Nicole Lorrain, qui est arrivée à l'Université de Montréal aussi, qui aurait pu me diriger dans ce sens-là, mais comme en quelque part, elle nous prenait notre cours de sociologie de la condition des femmes, à nous les chargés de cours, bien, je veux dire, je suis pas tout de suite rentrée en contact immédiat avec elle. Puis, de toute façon, j'aurais dû, mais je la connaissais pas à ce moment-là, à l'arrivée de l'UQAM. Et donc, n'ayant pas trouvé de direction pour ma thèse de doctorat, là, j'ai délibérément choisi la personne de mon département qui je trouvais pouvait le plus m'apporter, mais ailleurs. C'est-à-dire, j'ai choisi de me faire diriger par Louis Maheu, avec qui je travaillais depuis 3 ans comme assistante de recherche, qui m'a mis en charge d'un projet de recherche et donc qui me donnait carte blanche en quelque part pour développer mes compétences. Et là, je dois avouer que j'arrivais à la quarantaine, hein? Et là, j'ai peut-être eu une vision un peu instrumentaliste de ce que je ferais avec un doctorat. C'est-à-dire, je voulais avoir ce doctorat-là parce que je voulais m'inscrire dans une carrière professorale, puis qu'il était peut-être bon que j'attende pas un doctorat sur 8-10 ans. Alors, Louis Maheu m'offrait sur un plateau d'argent, pour ne pas dire un plateau d'or, un terrain
une direction des plus compétentes et des plus intellectuellement enrichissantes. Je l'avais déjà éprouvé à la maîtrise parce que c'était mon second directeur à la maîtrise. Donc, j'ai fait un choix à ce moment-là qui m'a amené pendant 5 années en fait, à travailler en sociologie de la science, qui est un détour que je ne regrette pas, qui est un détour que j'ai trouvé ardu parce que quand on s'éloigne un peu trop de ses intérêts premiers, c'est sûr que là, ça prend une plus grande discipline pour demeurer convaincu. Mais ça a été très, très formateur. Ça m'a permis de gagner ma vie. Ça m'a permis de gagner de l'expérience comme chercheur aussi, puisque j'étais chargée de projet. Et en quelque part, ça m'a permis d'étoffer mon dossier quand est venu le temps de faire application pour un poste de professeur. J'aime ça parce que vous devancez beaucoup mes questions, mais en fait, je vais quand même un peu la formuler comment je l'avais en tête pour montrer à quel point vous y avez répondu. Parce qu'en regardant votre maîtrise puis votre doctorat, je m'étais demandé comment ça s'est passé une maîtrise qui concerne principalement les femmes, le féminisme, puis un doctorat qui a l'air vraiment très épistémologique, qu'on s'éloigne vraiment du premier sujet. Puis moi, j'avais vu là-dedans que l'addition de cette maîtrise et de ce doctorat, vous avez placé comme étant prédestiné pour amener l'épistémologie féministe au Québec. Puis j'avais vraiment été étonnée, puis je me demandais comment ça s'était enchaîné. Puis si c'était un but que vous aviez, puis là, ce que vous dites, ça a beaucoup éclairé. Bien, je dois t'avouer que je suis encore dans la candeur, faut croire. Ce qui était important pour moi, puis c'est ça, mais tu l'as bien lu, le sujet, à ce moment-là, ne m'importait plus, quoi qu'il était d'un certain intérêt, là. Mais c'était la capacité qu'on m'offrait d'apprendre. La capacité qu'on m'offrait de trouver des outils pour interpréter. Et aussi la capacité qu'on m'offrait d'utiliser des cadres théoriques ou de références qui ne sont pas nécessairement les miens, mais qui répondent aussi à des intérêts. Comme par exemple, c'est avec Maheu Fournier que j'ai beaucoup travaillé sur les notions de centre et périphérie, qui est une notion qu'on développe beaucoup en sociologie de la science. Et Dieu sait que le Québec, comme périphérie, il se qualifie bien. OK? Alors, dans ce sens-là, pour moi, effectivement, tu as raison de dire que j'ai appris là de la rigueur. J'ai appris là la nécessité de travailler en dehors de ces zones de confort. Puis je peux t'assurer que, comme j'avais commencé à militer comme féministe, j'étais encore plus en dehors de mes zones de confort, là. J'ai 2 patrons masculins, hommes. J'ai un sujet que je n'ai pas nécessairement choisi, mais qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que je m'intéressais au développement de la carrière scientifique au Québec. Et donc, mon 2e ou mon 3e amour et zone de militantisme, c'était le Québec. Alors, effectivement, en travaillant sur l'institutionnalisation de la science au Québec, bien, ça me permettait quand même de faire un retour. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ma compagne de travail, qui était Claudette Richard, qui était une collègue extraordinaire pendant 7 ans, à un moment donné, m'avait dit, « Bien, Francine, là, il faut faire que tu fasses attention parce que tu commences à écrire comme Marie-Victorin. » Alors, c'est pour te montrer comment on avait intégré, effectivement, la littérature qu'on développait sur le développement, qu'on étudiait sur le développement de la science, etc., etc. Mais ça a été des belles années, des années productives, des années au niveau familial très, très excitantes. Là, mes enfants commençaient l'école, alors c'était déjà plus facile d'étudier puis de travailler. Mon mari allait bien dans sa vie professionnelle. Et donc, c'est des années où j'ai appris l'autonomie aussi de travail. Mais le choix, faut-il le dire, le choix de continuer a été un choix d'abord, je dirais, qui se situe dans la personnalité que je suis, c'est-à-dire du désir d'apprendre et puis d'être capable d'aller un peu en dehors de mes zones de confort. Mais je dois aussi avouer que ça a été un choix qu'on pourrait calculer d'utilitarisme, dans le sens que je savais que je pourrais faire mon doctorat sur une base de 4 à 5 ans. On va parler de votre parcours militant puis de votre posture féministe.
Donc, d'abord, la première question, c'est un peu ce que vous nous avez demandé de faire en cours pour le séminaire de maîtrise, c'est de parler de votre histoire à vous du féminisme, puis de votre prise de conscience. Mon histoire du féminisme, elle est longitudinale, elle se déroule sur une très longue période de temps. Je l'ai déjà mentionné, dans mon enfance, je n'ai pas de contact avec une pensée féministe quelconque, mais il faut dire aussi que mon enfance va se développer dans la période qu'on appelle un peu la période noire du féminisme, c'est-à-dire que les femmes viennent d'avoir le droit de vote, on pense que les problèmes sont réglés, et dans une certaine mesure, on est aussi dans l'après-guerre. Alors, on a une survalorisation de la présence des femmes au foyer, la reine du foyer, papa a raison. On est là, vraiment... En fait, on est dans la période où il y aura ce qu'on a appelé après la famille traditionnelle, la seule période où il y a ce qu'on pourrait appeler une famille traditionnelle, c'est-à-dire maman, papa, 2 enfants, le chien, puis l'auto à la porte, là. Ça n'a à peu près jamais existé au Québec, sauf dans les quelques années de l'après-guerre, puis on en a fait une construction comme étant la famille traditionnelle. Bien, la famille d'avant-guerre, c'était pas celle-là, puis la famille des années 1900, c'était pas celle-là non plus. Alors, la famille traditionnelle, là, il faut prendre ça avec des pincettes pour savoir ce que c'est. Alors, pour ma part, je dirais que j'ai été une féministe en acte avant d'être une féministe en pensée, en discours, puisqu'effectivement, je ne voyais pas ma place comme une place de seconde. Ma mère parlait toujours des doublures de son mari, mais c'est sûr que je n'avais pas l'intention d'être la doublure de mon mari. Mais je n'ai pas, avant de commencer mes études post-universitaires, vraiment développé une conscience féministe. Mais ça se développe très, très, très rapidement. Parce qu'à un moment donné, quand tu commences à comprendre l'impact des contraintes, des modèles culturels, l'impact des positions et des places qui sont réservées dans la société, l'impact de la façon dont la société perçoit ton rôle, et puis que dans une certaine mesure, tu ne te définis pas à travers ces rôles-là, c'est bien évident que tu deviens féministe assez facilement. Je dirais que peut-être que le tiraillement que j'ai eu comme féministe, c'est entre mère et féministe. Effectivement, parce que, théoriquement parlant, je parlais de la maternité comme une contrainte, je parlais de la maternité comme un lieu d'oppression, mais en même temps, je vivais une très belle histoire de maternité. Alors, réconcilier l'empirie et la théorie, là, je ne sais pas si j'ai jamais rêvé, sauf que j'ai développé un aphorisme qui me va très bien. C'est être féministe, ça veut dire vivre avec ses contradictions. Et dans une certaine mesure, tant que la révolution ne sera pas arrivée, ben, c'est évident que tu vis des situations, tu vis des conditions qui ne sont pas nécessairement toujours celles avec lesquelles tu es d'accord. Pour te donner un exemple, par exemple, en 1978, quand, au volant de la voiture de mon mari, j'allais reconduire Zaïda Radja, qui était la collègue qui donnait un cours de sociologie de la condition des femmes avec moi, puis que je la laissais à la porte, bien, son leitmotiv, je ne me rappelle plus si c'était le lundi soir, mardi soir, mercredi soir, mais son leitmotiv, c'était « Bon, c'est ça, Francine, vas-y coucher avec ton oppresseur. » Alors, on peut voir qu'effectivement, j'avais pris conscience du vocabulaire, mais en même temps, j'étais bien dans une situation d'hétérosexualité, conjugalité avec enfants, duquel j'avais aucun désir de m'extirper d'ailleurs, mais que j'avais désir d'ajuster au nouveau mode de vie que je voulais vivre, puis ça a été possible. Mais disons que ma prise de conscience, donc, elle a été intellectuelle. Elle s'est manifestée par des participations à quelques assemblées publiques, quelques démonstrations de rue. Mais très rapidement, est-ce encore une fois pour m'arranger dans toute cette démarche-là, très rapidement, j'ai adhéré à une pensée de Ty Grace Atkinson qui disait « Penser les femmes est un acte de militantisme ». Et donc, mon militantisme, ça a été de, effectivement, contribuer à penser les femmes, mais surtout de contribuer à comprendre leur vie. Essayer de comprendre pourquoi, je répète cette question qui pour moi est fondamentale et que je vous pose encore avec une certaine actualité, comment il se fait
aujourd'hui, je ne dirais pas toutes les femmes, mais je dirais comment ça se fait qu'il y a encore tant de femmes qui acceptent d'occuper les places et positions auxquelles on leur destine. Comment ça se fait qu'il y a encore tant de femmes qui, de toute évidence, acceptent le droit d'être importunées? C'est un terme à la mode aujourd'hui. Bien, la question, c'est la même que je me posais il y a 40 ans. Et donc, pour moi, le militantisme s'est vécu beaucoup dans l'université elle-même. C'est-à-dire être certaine qu'on avait des associations de femmes, travailler au GIRF, travailler à la création de l'Institut, travailler à la visibilisation des comités femmes, travailler à la parole des femmes, exiger qu'il y ait des femmes comme conférencières dans certaines activités. Ça a pris 30 ans, mais on y arrive progressivement. Exiger que... non, pas exiger, mais former mes étudiantes pour qu'elles-mêmes exigent que dans les autres cours qu'elles suivent, on prenne en considération les rapports de sexe et la situation des femmes dans la société. Alors pour moi, militantisme, ça a beaucoup, beaucoup été militantisme et université. C'est sûr que je me retrouvais dans la rue pour les grandes manifestations. C'est sûr que je me suis retrouvée à la Marche mondiale des femmes, que j'ai organisé un autobus pour aller à la Marche mondiale des femmes en l'an 2000, etc. Ça. Mais foncièrement, mon engagement, c'était il faut qu'on arrive à penser les rapports de sexe. Il faut qu'on arrive à donner des outils aux femmes pour vivre leur vie autrement, mais pour agir autrement, pour sentir la potentialité d'agir autrement. Bien ça, je pense qu'il fallait qu'on réfléchisse sociologiquement sur la vie des femmes. Progressivement, naturellement, notre regard s'est beaucoup ouvert à d'autres femmes, à l'imbrication des rapports sociaux. Mais je dois dire que pendant les premières années, mon militantisme a été un militantisme féministe, un militantisme qui a été beaucoup, beaucoup alimenté par la lutte pour obtenir l'avortement libre et gratuit, pour améliorer les conditions de travail des femmes sur le marché du travail. Et donc, un militantisme aussi qui a pris la forme de participer, avec, par exemple, aux consultations du Conseil du statut de la femme sur l'égalité, etc., tout au long des années, que ce soit à titre de personne ressource ou plus tard que ce soit à titre d'intervenante ou de conférencière ou autre. Pour moi, et je pense que c'est encore ça, pour moi, mon militantisme a été beaucoup, beaucoup travaillé aussi avec les groupes de femmes. Guillaumin a travaillé race et femmes, Juteau a travaillé ethnie et femmes, Delphi a travaillé classe sociale et femmes, plus-value, exploitation. Donc, c'est vraiment parce que, oui, nous n'avons pas suffisamment été capables de conceptualiser, de faire aboutir ces théories-là, mais surtout de les traduire dans nos pratiques, qu'on peut faire un mea culpa. Mais je suis une matérialiste, une féministe structuro-matérialiste consubstantielle, qui adopte des perspectives intersectionnelles. J'aime pas le mot intersectionnalité comme tel. On pourra faire un cours là-dessus, mais c'est autre chose. Et j'oserais même te dire aussi que je me définis même comme une féministe égalitariste. Au sens où il y a des moments dans ta vie où atteindre l'égalité, c'est pas juste une réforme, mais c'est un besoin. Par exemple, lutter pour le travail égal des femmes, salaire égal, travail égal. Ça peut apparaître comme une lutte réformiste quand on veut abolir le système capitaliste. Mais je vous ferai remarquer que d'obtenir un travail égal, un salaire égal pour les femmes, ça a été une des plus grandes ruptures qu'on a fait dans le système de rémunération capitaliste. Ça a été un des plus grands moments où le capitalisme a dû céder. Oh, il s'est bien repris, il est allé chercher de la main-d'œuvre à l'étranger, etc., etc. Je suis aussi consciente que le féminisme égalitariste et que le féminisme radical a fait gagner à plusieurs femmes, dont je suis, la possibilité d'échapper à l'ensemble des discriminations qui me visent. Je suis blanche, je suis salariée, j'ai une sécurité économique, je suis instruite, je suis même en position d'autorité par rapport à mon poste de professeur. Donc, c'est évident que dans ma personne a été élaguée plusieurs des contraintes contre lesquelles je me suis battue.
Et c'est là qu'il faut que je parle des classes de femmes, mais de la multiplication des classes de femmes. Et si moi, je continue d'être une femme comme sujet politique dans une classe patriarcale, j'ai beaucoup d'acquis dans un système capitaliste et j'ai beaucoup de... C'est des acquis, ça va ça, mais j'ai beaucoup de qualités qui plaît à un système raciste. Je suis blanche, hein? Même que des fois, j'étais blonde. Bon. Est-ce que c'est voulu de ne pas utiliser le terme privilège qui est souvent utilisé pour parler de ces questions-là, puis de prendre acquis et qualité, ou c'est un... Non, ça me dérange pas de parler de mes privilèges, mais d'abord, je voudrais rappeler, par contre, parce que ça, c'est trop souvent oublié, qu'il n'y a pas beaucoup de décennies qui me séparent de l'absence totale de privilèges. Okay? L'année où je me suis mariée, c'est l'année où les femmes ont été reconnues, c'est-à-dire que les femmes ont été soustraites à l'autorité maritale. Dans la première partie de ma vie, je n'ai pas articulé famille-travail, j'ai concilié famille-travail. Et d'ailleurs, si on parle de mes travaux, je vous dirai pourquoi je n'ai pas jamais utilisé le terme conciliation famille-travail, mais bien celui d'articulation famille-travail dans mes travaux. Quand moi, j'étais étudiante, ma première job comme étudiante, c'est ça, j'étais tellement déjà contente de briser, de rompre avec les patterns qui étaient attendus. Tu sais, j'étais naïve, hein, je te l'ai dit. Hein, j'étais une femme de mon époque, là, il ne faut pas oublier ça. Alors moi, j'ai compris que articuler famille-travail, si je voulais le faire, et surtout là, il faut penser que moi, je retournais aux études, donc mon conseil des arts, c'était mon conjoint, là. Il payait mes études. Alors, non seulement il était le pourvoyeur, mais il payait mes études. Alors, quand il a commencé ça, j'avais pas la mentalité à lui parler de partage des tâches. Parce que déjà, je trouvais ça tellement exceptionnel par rapport au contexte dans lequel je vivais. Moi, mon mari se fait dire, tu sais, ta femme, elle va porter des culottes, hein, puis tu n'auras plus rien à dire chez toi, là. On est dans un contexte 1960 et quelques, où, effectivement, mon retour aux études n'est pas très bien vu par mes amis. J'ai déjà une copine d'un des amis de mon mari qui m'a dit à table comme ça, elle disait à mon conjoint, tu sais, elle peut rencontrer toutes sortes d'hommes d'intéressants au cégep. Bon, moi, j'ai répondu, mais tu sais, sur les codes de golf aussi, tu peux en rencontrer pas mal des hommes intéressants. Alors, on est dans un contexte où il n'y a pas dans ma vie à moi eu grand effort pour faire une conciliation famille-travail là, dans ce qu'on appellerait une division équitable des tâches. Sauf que rapidement, puisque j'ai pu gagner ma vie, ben, j'ai fait ce que la plupart des femmes font. J'ai opté la solution d'avoir de l'aide extérieure, auquel mon mari a contribué aussi. Mais je te dirais que comme mon premier féministe, c'est un féministe quand même influencé par Simone de Beauvoir, et dont j'ai résumé La Forest en disant « Fais un homme de toi, ma fille », que mon premier féministe, c'est beaucoup plus manifesté par moi qui peinturais la maison que mon mari qui était dans la cuisine. Alors, j'ai beaucoup mieux répondu au « Fais un homme de toi, ma fille » que mon mari aurait pu répondre à « Fais une femme de toi, mon homme ». Mais je ne lui ai pas demandé. C'est ma faute. Hein? C'est vraiment... Ben, c'est ma faute. Il aurait pu y penser tout seul. Mais je ne lui ai pas demandé. Pourquoi? Parce que j'avais le sentiment là, que je brisais tellement de barrières que j'avais peur de trop en briser. Alors, c'est en tant que sociologue que je me suis penchée sur la question de l'articulation famille-travail parce que je voyais bien que ma situation ne faisait pas trop sens. Comme... assistante de recherche, je trouvais admirable mes deux patrons
qui rentraient à 5 heures pour aller relayer leur femme à la maison, alors que moi, comme assistante de recherche, je restais au bureau parce que je ne voulais pas que ma maternité me soit reprochée dans ma trajectoire de carrière. Alors, c'était eux qui allaient relayer leur femme, puis moi, je restais au bureau pour faire le travail qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire. C'est assez illogique, si tu veux, mais c'était comme ça. Puis là, je me faisais chicaner par le mari de ma gardienne parce que j'arrivais en temps. Mais bon, pas grave. Articulation famille-travail, c'est arrivé pour moi avec l'arrivée massive des mères de famille sur le marché du travail. J'en étais une, mais je n'avais pas fait l'analyse sociologique de ma situation. Mais très rapidement, quand j'ai commencé à penser à la maternité, puisque je pensais à la maternité comme une contrainte du système périnatal, comme je pensais la conjugalité comme un lieu d'oppression, que la maternité était pour moi un lieu d'oppression, je suis une matérialiste radicale, féministe matérialiste radicale. Mais qu'en même temps, je restais dans ma maternité et je restais dans ma conjugalité et que je n'avais pas été une championne de toute catégorie pour revendiquer le partage des responsabilités familiales, je dirais des charges familiales, bien, sais-tu que le sujet s'est imposé assez facilement à moi? Et là, on a partagé avec les femmes, on a partagé avec Christine Corbeil, qui a été une collaboratrice avec moi, une collègue extraordinaire. On a commencé à réfléchir là-dessus. Et là, on a décidé de rejeter le terme conciliation famille-travail parce que ça ne se concilie pas dans l'état actuel des rapports de sexe. Ça peut s'articuler, mais le terme conciliation, tu sais, concilier quelque chose, alors que les exigences du marché du travail et les exigences de la famille sont trop grandes, tant et aussi longtemps, et là je dis que c'est dans une double perspective, tant et aussi longtemps que la charge mentale des femmes au sein de la famille ne sera pas partagée. Là, je ne parle pas même des tâches, je parle de la charge mentale des femmes. Tant que les femmes ne continueront pas à être les parents principaux. Alors, pour moi, je te dirais qu'on a beaucoup plus avancé, même si ce n'est pas terminé, notre évolution dans la sphère publique qu'on ne l'a réussi dans la sphère domestique. Oui, il y a des jeunes hommes progressistes, mais il y a tout le milieu ambiant, il y a toute la façon dont même un homme qui veut prendre un congé de paternité s'il n'est pas à l'UQAM, là, va être perçu dans son milieu d'affaires, etc., etc. Alors, la société n'est pas encore prête, on fait du progrès, mais c'est pas vrai qu'on est prêt à la coparentalité encore. Et pour moi, le premier problème réside dans la coparentalité. Et pourquoi dans la coparentalité? Parce qu'on continue d'identifier les femmes comme premières responsables et surtout qu'on continue à naturaliser le rôle des femmes, soit dans la maternité, soit dans la conjugalité, en fonction d'un essentialisme qui ne fait aucun sens et qui a été remis en question et démontré fallacieux par l'ensemble des études féministes, ou presque. Mes filles ont été très, très soutenantes pour moi et j'ai été très, très soutenante pour mes filles. Mes filles ont fait leurs études ici à l'UQAM. Elles réussissent très bien dans la vie. On vit dans une cellule familiale tricotée très, très, très serrée. On a une maison transgénérationnelle à la campagne qui fait que je vis avec mes filles, ma petite fille, mes petits-fils quand ils n'étaient pas maintenant des jeunes hommes. Je vis avec eux toutes les fins de semaine depuis maintenant 30 ans. Mes filles ont profité de mes voyages, m'accompagner dans les sessions de colloques, ça c'est moins certain, mais elles ont profité des voyages que j'ai pu leur offrir dans ces contextes-là. Mais je peux dire que tant mon mari, mes filles, mon gendre et surtout ma petite fille maintenant qui m'a annoncé cette semaine ou la semaine dernière qu'elle faisait un travail sur Léa Roback parce qu'elles avaient pensé à moi,
puis qu'elle m'a demandé de parler à son professeur de la ligne du temps de l'histoire des femmes du Québec que j'ai contribué à mettre sur le site web, je pense que la transmission se fait bien et je suis assez satisfaite de cette transmission-là. Disons que mes études ont été un phénomène, mes études et ma carrière ont été un phénomène, dans tous les sens du terme d'ailleurs, d'enrichissement de la vie familiale et non pas d'appauvrissement ou de cause de conflit. S'il y a eu que des conflits, c'est vraiment pas là que ça a été. Sauf peut-être quand mes enfants étaient très jeunes puis qu'ils trouvaient que je travaillais trop. Puis qu'ils m'avaient juré qu'ils ne travailleraient pas autant que moi. Et puis qui maintenant travaillent autant que moi dans l'articulation famille-travail. Bon, en terminant, je souhaiterais vous entendre sur des questions un peu plus générales sur l'avenir des études féministes puis de la sociologie ou du rapport entre les deux. Donc, d'après vous, quel intérêt pour les sociologues féministes d'étudier le Québec? Ben, je ne me cacherai pas, j'ai été toute ma vie souverainiste. J'ai toute ma vie été très attachée à l'histoire du Québec. Ça a été mes premiers amours au cégep. Ça a été mes premières rencontres avec la littérature académique. Je pense que je suis très attachée à faire une sociologie que je pourrais être à la mode aujourd'hui, je pourrais appeler glocale. Alors, je dirais que je pense qu'il faut connaître sa propre histoire pour être capable de comprendre et d'interagir avec l'histoire des autres. Je suis un peu désolée que les tendances actuelles nous amènent à oublier trop souvent ce qu'a été le Québec dans toutes ses dimensions. Des dimensions que je souhaiterais ne pas oublier, mais aussi des dimensions qu'il faudrait éventuellement... le Québec dans toutes ses dimensions, je voudrais dire, à savoir d'où vient le Québec. Moi, je suis d'une famille d'artistes. Je vis en 2017 dans une société qui valorise les arts, la culture. Je fréquente les salles de théâtre et les salles de concert et elles sont pleines. Ben moi, mon père, quand il a donné son dernier concert d'adieu, il y avait une tempête de neige, alors il y avait à peine 500 personnes dans une salle qui peut en contenir 2000. Alors le Québec a évolué, le Québec est magnifique, mais c'est un peu comme l'histoire du féminisme. Je ne pense pas que l'histoire du Québec, elle est résolue. Et je ne pense pas que l'égalité soit déjà là pour les hommes et les femmes. Et en ce sens-là, je pense que la sociologie féministe est encore indispensable, tant et autant, si longtemps qu'il y aura un patriarcat, il y aura un besoin de faire une histoire des femmes. Le seul regret que j'ai actuellement par rapport aux études féministes, je trouve que les études féministes s'éloignent trop souvent d'une histoire collective ou d'une sociologie collective pour s'intéresser à des enjeux très individualistes ou pour faire une adéquation entre identité collective et identité individuelle ou sexuelle. Et donc, pour moi, on n'est pas encore à une époque où on a suffisamment gagné pour parler, par exemple, que toutes les Québécoises ont des choix. Et on n'est pas encore à une époque où le Québec a assez gagné pour dire que tous les Québécois ont des choix. Et dans ce sens-là, pour moi, la sociologie féministe s'impose. La sociologie s'impose encore. Et ce que je regrette quelquefois, c'est qu'elle s'éloigne trop de son objet premier, qui est l'étude de la société et des rapports sociaux qui s'y vivent. Et à ce moment-là, c'est très facile d'introduire les études postcoloniales, d'introduire les études culturelles, les études de la philosophie sociologique et autres. Mais je trouve qu'on s'éloigne un peu trop. Peut-être que quelqu'un dans 30 ans qui lira verra cette entrevue et dira « Mais voyons pourquoi elle pensait comme ça. » Mais en ce moment, je trouve qu'on est dans une société de l'individu, d'une société de l'individualité, et que ça se reflète sur notre sociologie. Et j'ai peur que la sociologie s'éloigne de ce qui était son regard premier, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde. Et donc, pour moi, tant la sociologie que la sociologie féministe et donc les études féministes, parce que pour moi, études féministes ou sociologie féministe, là, c'est pas mal une adéquation, hein? C'est encore un besoin et c'est peut-être un garde-fou
contre une individualisation et une néolibéralisation trop grande du regard qu'on pose sur les rapports hommes-femmes et sur la société en général. Puis vous dites dans vos cours que, comme sociologue, il faut pas seulement donner la parole, mais il faut aussi savoir quoi faire avec. Oui. Là, j'imagine que vous me voyez venir un peu parce que je vais vous demander qu'est-ce qu'on doit faire avec la vôtre? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Bon, on doit la voir comme la parole d'une femme d'une époque donnée, d'une femme qui a une trajectoire, puisque tu parlais de trajectoire, une femme qui a vécu sa vie à travers, je pourrais presque dire, 3 trajectoires, à travers 3 époques très marquantes. Celle que j'ai préférée, je ne m'en cachais pas, je suis une 68arde. Je trouvais extraordinaire d'avoir un projet de société. Je trouvais extraordinaire d'être socialiste à tout acabit, d'être féministe à tout acabit à cette époque-là. Pourquoi? Parce qu'on pensait que les choses étaient possibles. Et en ce sens-là, je pense que notre génération a quand même contribué énormément à transformer le Québec. Ma parole, je voudrais qu'on la comprenne aussi pour savoir pourquoi je suis encore féministe et pourquoi encore je peux faire appel à la solidarité pour comprendre la vie des femmes d'ailleurs, mais aussi pour comprendre la vie des femmes d'ici qui n'ont pas les mêmes privilèges que moi. Et en ce sens-là, pour moi, quoi faire avec la parole des femmes? Encore une fois, c'est la même chose. C'est pas la prendre pour acquise. Magritte disait, ceci n'est pas une pomme, ceci n'est pas une pipe. Mais moi, je dirais ma parole n'est pas la parole, mais elle doit être vue comme une interprétation de ce que c'est que la vie d'une femme dans le Québec entre 1970 et 2017, ou même 1942 et 2017. Mais elle doit servir à tenter de mieux comprendre pourquoi, par exemple, je défends certaines positions par rapport à d'autres positions. Pourquoi je pense que les études féministes sont encore nécessaires. Pourquoi? Parce que je pense que la révolution féministe n'est pas aboutie. Elle n'est tellement pas aboutie que non seulement où elle a fait des progrès immenses, elle n'est pas aboutie, mais la situation des femmes dans la moitié du monde demeure une situation de totale pauvreté, de totale dépendance. Les femmes continuent d'être celles qui ne sont pas alphabétisées, etc., etc. Alors, mon féminisme, ne serait-ce que à cause des femmes d'ailleurs, il doit continuer, mais mon analyse sociologique féministe me dit que je dois aussi regarder la situation que les femmes vivent ici et voir à quel point, je reviens, les rapports de pouvoir sont imbriqués entre eux et d'essayer d'en comprendre un devrait nous permettre non pas de l'isoler, mais d'essayer de mieux comprendre comment aussi les autres rapports de pouvoir fonctionnent entre eux. Alors, comment liront ma parole? Ben, comme une parole, une expérience, mais une expérience que tu as forcé un peu à réfléchir sociologiquement parlant. Alors, je pourrais te dire que c'est une interprétation naïvement sociologique de la vie d'une femme qui n'était pas destinée à occuper une place, une position relativement importante dans la société québécoise, mais que les événements et que les changements sociaux de l'ensemble de la société lui ont permis d'accéder, lui ont permis d'atteindre.